J'ai visité un lieu durant mon voyage au Guatemala qui a été très challengeant, qui m'a coupé le souffle, qui m'a coupé la voix, à un tel point que je comprenais pas toutes les sensations que je vivais et que je ressentais à l'intérieur de moi quand je suis arrivée dans ce lieu. Un lieu occulté, un lieu secret qu'on a caché dans l'histoire des femmes. Aujourd'hui, je veux te parler d'un couvent que j'ai visité, El Convento de Capuchina, et ce que ce couvent m'a appris sur la voix des femmes. Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Hello, j'espère que tu vas bien. J'espère que ça n'a pas trop brassé pour toi dans la dernière semaine. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas écouter le podcast, mais la dernière semaine a été très chargée en émotions et en énergie pour les femmes particulièrement. Parce qu'évidemment, il y a eu la lune rouge, il y a eu la lune de sang, donc l'éclipse lunaire qui a brasser plusieurs émotions parce que c'est une lune super importante pour la voix des femmes, la mémoire collective et toutes les choses qu'on a vécues dans le passé qui a été très, très, très difficile. Et en même temps, il y avait la Journée internationale des droits des femmes. Fait que ça fait beaucoup d'émotions et surtout, ce que ça a éveillé pour plusieurs, c'est la colère. Il y a une colère féminine collective en ce moment qui est en train de s'éveiller. Puis c'est pas toujours évident pour une femme, je trouve, d'être en colère parce que on nous a conformés à être des good girls. On nous a conformés à être dans l'énergie de la jeune fille que je parle souvent. Comme si les femmes, quand on arrive pour partager une opinion tranchante où on est en colère, ça va pas, on est folle. Donc, des fois, c'est mal vu, mal perçu des gens autour de nous, de l'extérieur. Ben voyons, calme-toi, comme si on avait besoin de se calmer, alors que ce que j'écrivais dans les derniers jours sur mes réseaux sociaux, c'est Angry woman will change the world. On a besoin de femmes en colère qui s'éveillent en ce moment parce qu'il y a tellement de choses qui se passent d'horreur dans le monde et il y a tellement de femmes qui n'ont pas encore le droit de faire certaines choses. Il y a des interdictions visibles dans le monde, mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus invisibles. Et ça reste que la parole des femmes est souvent encore, aujourd'hui, trop prise à la légère. Puis cette légèreté-là, quand une femme ose prononcer quelque chose, ose dénoncer quelque chose, a des conséquences. Ça nourrit une culture, justement, où est-ce que je veux pas trop rentrer là-dedans aujourd'hui, mais c'est une culture de féminicide, de viol, de violence envers les femmes, et c'est pas joyeux. Donc, on a le droit d'être en colère. Puis, on est dans un moment dans l'humanité où est-ce que de plus en plus de femmes commencent à ressentir de la colère. Il y en a qui se reconnaissent même pas là-dedans. Et parfois, cette colère-là nous fait peur. Breathe là-dedans, OK? Respire là-dedans. C'est correct, c'est normal. Parce que moi, je suis une fille d'envie qui est lumineuse, qui est positive, qui aime voir le beau, mais la vérité nous dérange
Et c'est correct, on a besoin de ressentir la colère parce que la colère a quelque chose de beau. Elle est là pour nous bousculer, pour changer ce qui doit être changé. Et c'est le passage nécessaire pour protéger la douceur, l'amour et la beauté du monde. Donc, ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est d'un lieu. Un lieu que j'ai visité à Antigua qui m'a vraiment craqué de l'intérieur. Les mots ne seraient même pas à la hauteur de ce que j'ai ressenti comme douleur quand je suis rentrée dans ce lieu-là, qui pour moi est un lieu occulté de l'histoire des femmes. Un lieu occulté, c'est un lieu qu'on a effacé dans l'histoire. Parce que quand je suis arrivée là-bas, et c'est la vie qui m'a emmenée là-bas comme par hasard, à quel point on écoute notre intuition puis ça nous amène là où on doit être. Mais ce que j'ai découvert dans ce lieu-là est venu éveiller une grande colère à l'intérieur de moi et thank God, merci, j'en avais de besoin. Et c'est là que je vois que la colère a quelque chose de positif parce que c'est pas normal qu'il y a des choses comme ça qui ne sont pas racontées. Donc, je vais te raconter le lieu que j'ai visité. Ça faisait quelques jours que je suis arrivée à Antigua, au Guatemala, et j'avais une intuition que je devais aller à quelque part. Donc, je suis avec Mel de mon équipe, Mel qui d'ailleurs a fait un épisode de podcast cette semaine aussi sur le sujet, fait qu'on est vraiment connectés. Il y a une raison pourquoi il fallait qu'on fasse ce podcast-là en même temps. Je vais mettre le lien d'ailleurs de son podcast parce que je me dis, c'est quoi les chances qu'on parle de ce sujet-là en même temps? Ça fait des semaines qu'on est revenu du Guatemala, puis probablement que sa vision, sa perception va venir compléter la mienne. Mais on s'est retrouvés au Convento de las Capuchinas. C'est un ancien couvent féminin. Déjà, en sachant cela, en me retrouvant devant la bâtisse avec toute cette espèce de reconnaissance, charge émotionnelle, OK, on est devant un couvent féminin, un ancien couvent féminin. Et je peux vous dire que j'ai encore des frissons au moment où je te partage ce message-là parce qu'aujourd'hui, ça va être beaucoup plus une transmission, une expérience aussi personnelle, mais aussi des recherches que je suis allée pousser plus loin. Ben, on entre dans cet endroit-là, puis il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas. Je me sens pas bien. Mel se sent pas bien. Il y a quelque chose, on dirait, qui est caché en plus. C'est un peu la sensation que j'ai parce qu'on rentre dans ce couvent-là. Un couvent sombre, où est-ce que tout est refermé. On dirait qu'il y a plein de cellules, de micro-cellules. Et là, des fois, tu rentres dans une cellule, une cellule en briques, et là, tu vois une statue de femme dans la noirceur. Pour vrai, c'est vraiment épeurant. Là, tu te sens pas bien. Puis, quand on essaye d'avoir des informations sur mais qu'est-ce qui s'est passé ici au couvent, on arrive dans une pièce où il y a de l'histoire, tu sais, mais il y a aucune histoire des femmes. C'est l'histoire de Jésus, c'est l'histoire de Marie, c'est vraiment des histoires religieuses, hein, parce qu'on le sait que la religion a décidé de l'histoire aussi qu'elle voulait raconter. Et là, je suis comme, il y a quelque chose qui fonctionne pas ici, là. Et je te dirais qu'il y a eu deux pièces en particulier qui est venue me bousculer intérieurement. Une des pièces que c'est sûr que Mel a parlé dans son podcast parce que elle travaille justement, elle, avec les bains, les rituels de bain. C'est un bain, justement. Mais c'est pas un bain comme on imagine aujourd'hui. C'est littéralement un trou creusé dans le ciment, un espace froid, un espace noir, puis au-dessus, il y a une toute petite ouverture, là, c'est une petite lumière qui descend du plafond. Tu vois ça, et t'es comme, oh my God, y a-tu vraiment des gens, y a-tu vraiment des femmes qui prenaient leur bain là? C'est épeurant. L'autre pièce, Mel a même pas été capable de descendre, aller voir cette pièce-là tellement que énergétiquement, elle sentait pas. Elle voulait pas y aller. Moi, je suis allée avec mon chum et c'était une pièce vraiment, 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 vraiment noire. Aucune fenêtre dans cette pièce-là. D'ailleurs, la plupart des pièces là-bas n'avaient pas de fenêtre, pas de lumière. Et c'était une pièce vraiment dans un sous-sol. Et c'était une pièce très, 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 très noire. Et il y avait une femme, une sculpture de femme au milieu. Ça avait l'air d'un cimetière.
Donc, honnêtement, c'était pas un endroit lumineux. Du tout, du tout, du tout. Et quand je suis revenue à la maison, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui cloche, il y a des choses qu'on n'a pas su. Tu sais, je veux dire, c'est pas normal qu'on arrive là, on se sent pas bien, on essaie de lire l'histoire. C'est le couvent des Capucines. C'est un couvent féminin. Il y a aucune information sur elle durant la visite. Donc, je me mets à chercher, je demande à ChatGPT, je regarde sur Google, pour vrai, je trouve rien. Je trouve rien, mais je le sens que je vais trouver quelque chose. C'est sûr, je vais trouver quelque chose. Fait que je fais des recherches, je fais des recherches, je fais des recherches et je tombe sur quelque chose. Enfin, Adriana Valdez, une essayiste, une critique chilienne qui a publié un texte d'environ 20 pages sur le couvent El Convento de las Capuchinas à l'Université du Chili. C'est une femme qui, justement, est une essayiste féministe, donc elle s'intéresse à ce genre de lieu, à ce genre d'espace. Fait que je me mets à tout le traduire, le document, parce que, évidemment, c'est en espagnol. Je suis comme, je dois comprendre tout ça. Et là, oh my God, je viens de tout catcher, le ressenti que j'ai eu, mais que je n'étais pas capable de mettre des mots dessus. Hey, tapote. Je pense que je vais le garder dans l'épisode de podcast parce que c'est ça. C'est venu vraiment me chercher dans ma voix et c'est pas pour rien. Donc, je vais te faire le topo de ce couvent-là et te donner les informations que j'ai retirées de la lecture que j'ai faite. Puis je vais te mettre le document d'Adriana Valdez dans justement l'épisode de podcast. Comme ça, si jamais tu as le goût d'aller lire, toi aussi, le décortiquer, peu importe, qu'il y a d'autres choses peut-être que tu vas lire que j'ai pas vues, ben ça peut être intéressant. Je vais te mettre ma source qui est là parce que c'est, oui, un ressenti énergétique que j'ai eu, puis j'étais comme, il y a de quoi ici qui s'est passé. J'ai eu des images aussi à certains moments qui sont montées, mais d'aller lire ça, d'aller lire cet essayiste-là, cette critique-là chilienne, qui a vraiment publié pour l'université, c'est venu comme ajouter du rationnel, du concret dans ce que j'avais vécu puis dans ce que j'avais ressenti. Donc, le Convento de las Capuchinas a été construit entre 1731 et 1736. Ça a été l'un des derniers couvents féminins bâtis à Antigua avant les grands tremblements de terre. Les femmes qui vivaient à cet endroit-là, c'était des femmes pauvres. Il y avait des endroits où est-ce que c'était des femmes plus prospères qui allaient dans les couvents à l'époque parce que elles devaient donner une dot pour pouvoir entrer dans les couvents. Mais là, à cet endroit-là particulièrement, ça c'est de l'information qu'on peut trouver facilement sur le web quand même, cette partie-là, ben à ce moment-là, à cet endroit-là en fait, c'était des femmes plutôt pauvres, des femmes qu'on peut qualifier rejetées de la société. Elles n'ont pas beaucoup d'argent et là, elles doivent faire le choix. Soit je deviens une prostituée, ou soit je m'en vais au couvent. Donc, c'est un peu ça. C'est des femmes qui ne se retrouvent pas dans le monde actuel. Elles se reconnaissent pas dans les valeurs. Elles se sentent parfois différentes, un peu rebelles, moutons noirs, outside the box. C'est des femmes qui se retrouvent pas dans le moule, dans le cadre. Et elles décident d'entrer au couvent parce que c'est un lieu de sécurité pour elles, parce que c'est comme ça qu'elles vont survivre. Parce qu'elles vont avoir un lieu, elles vont pouvoir se nourrir. Et peut-être qu'inconsciemment, ces femmes-là se disaient que ça allait vraiment les sécuriser. Et finalement, on se rend compte que ces femmes-là se sont rendues elles-mêmes en prison sans le savoir. Juste premièrement, le lieu, la construction du lieu, l'architecture du lieu. Si tu regardes des photos, OK, si tu vas voir des photos, je vais en mettre aussi sur mes réseaux cette semaine, on voit que la surveillance était inscrite dans la pierre. Premièrement, il y a des cellules en cercle. Je t'en ai parlé au début, OK? Et si tu regardes l'architecture, c'est comme si la manière que les cellules ont été faites, il y a une raison pourquoi c'est circulaire. C'est pour qu'une personne au centre puisse surveiller dans chaque cellule. Les cellules ne se voient pas entre elles, donc les femmes peuvent pas communiquer entre elles. Les portes sont des grilles. Il y a pratiquement pas de fenêtres pour que les femmes puissent avoir de la lumière dans leur chambre. Pas d'intimité. Donc,
contrôle. Et Valdez fait le lien avec Foucault. Elle dit le contrôle n'est pas juste moral, il est architectural. C'est ce qu'elle mentionne dans ses écrits, que même s'il y a des choses qu'elle n'a pas nommées dans son document, parce qu'évidemment, elle reste dans un cadre rationnel, ben c'est pas juste parce qu'on a frappé quelqu'un qu'on le punit ou qu'on le contrôle. C'est pas juste la violence physique, c'est la violence psychologique avec l'architecture que l'on crée. Et là, ben, ce qu'elle explique dans justement son document, c'est que dans le discours catholique, on est dans tout le côté obéissance, pauvreté, chasteté. Et on dit à l'époque, dans ces années-là, que c'est libérateur d'obéir, d'accepter la chasteté, d'accepter la pauvreté. Mais ce qu'elle explique aussi, c'est que la liberté, ça repose sur la surveillance et beaucoup la suppression de l'excès. Et ça, c'est le point majeur que je veux t'amener. C'est que là-bas, on a vraiment empêché les femmes de partager leur voix. Si tu as envie de revenir à la source, de reconnecter à ta voix d'origine, de chanter librement, de ressentir la joie et le plaisir dans ta voix, je t'invite à ma prochaine retraite au Costa Rica qui aura lieu à l'automne prochain. Pendant cette immersion dans la jungle, près de la mer, on va explorer la médecine du chant, de la voix et la sagesse de Mama Cacao. On va aller aussi à la rencontre de la communauté autochtone Bribri pour découvrir leurs traditions, leur culture et l'héritage du cacao sacré. C'est une expérience vraiment qui va t'aider à te reconnecter à ta voix, à la terre et à quelque chose de profondément vivant en toi. En fait, à toi. Si tu ressens l'appel, les places sont limitées. Je t'invite à aller dans les notes de l'épisode de podcast pour avoir toutes les informations. Premièrement, il y a une chambre en bas. Je suis pas sûre si c'est celle que j'ai visitée ou si c'est une autre qu'on n'a pas pu visiter à la fin de notre visite. Moi, j'ai voulu aller vers une autre pièce sombre dans le sous-sol et on s'est fait interdire l'entrée. Non, 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 non. Vous pouvez pas aller là. Là, j'étais comme, hey, moi, là, si tu me dis ça, c'est sûr, je vais y aller. Et je sais pas pourquoi. Il disait qu'il fermait, puis tout ça, mais j'ai eu le feeling après que c'était peut-être cette chambre-là. La chambre blanche souterraine où les nonnes chantaient. C'était un espace où le chant pouvait se diffuser dans tout le couvent et même dehors, dans la ville, les gens pouvaient entendre chanter. Mais l'affaire, c'est qu'on pouvait pas réellement chanter pour le plaisir. On pouvait chanter pour Dieu. On pouvait chanter dans cette optique-là, mais aussitôt qu'on était dans la séduction, dans le « je chante, je me laisse aller, je me libère », là, c'était comme non. Les femmes étaient pas autorisées à chanter pour le plaisir. Elles étaient autorisées à chanter, mais sans plaisir vocal. Donc, tu pouvais chanter si tu le faisais pour Dieu, mais dans un cadre, de façon stricte. Donc, en quelque sorte, c'est que tu n'avais pas le droit de jouir de ta voix. Et tu n'avais pas le droit de jouir tout court dans tous les sens du terme parce que le plaisir était un danger. Donc, imaginez, là, je travaille avec la voix des femmes, puis je suis dans ce lieu-là. Je t'en parle là, aujourd'hui, puis je suis capable de me replonger à cet endroit-là et je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien du tout. Puis j'ai compris aussi pourquoi j'ai commencé à chanter dans les derniers mois. Au début, quand j'ai commencé à chanter puis à le faire dans mes groupes, dans mes coachings, j'avais une résistance parce que je me vois pas comme une chanteuse. Puis tu sais, j'organise maintenant des retraites de chant. Tu sais, c'est fou, là. Je me vois pas comme une chanteuse du tout. Pour moi, le chant, c'est un outil de libération. Je suis pas ici sur Terre pour être une chanteuse. Je suis pas ici pour avoir une identité d'artiste. Je veux pas devenir Lady Gaga. Loin de là. En plus, j'ai mis la barre haute. Je vais juste chanter pour libérer la voix des femmes. Parce que quand tu te permets de chanter à voix haute, c'est que tu es en train de nettoyer ce moment-là de l'histoire où est-ce que tu n'avais pas le droit de chanter pour le plaisir. Puis excuse-moi, là, mais se mettre une identité de chanteuse puis attendre d'être dans le moule la chanteuse pour chanter, c'est la même hostie d'affaire. Si tu t'empêches de chanter parce que tu n'as pas la bonne note, si tu t'empêches de chanter parce que tu n'as pas suivi un cours, c'est que tu t'empêches de jouir de ta voix. Exactement la même affaire
que les femmes ont vécu dans El Convento de Cappuccina. Fait qu'on est capable de faire des liens avec notre vie d'aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important de réaliser à quel point plus on chante, plus on ose être dans la joie, dans notre voix, plus ça a un impact positif. Je t'ai parlé de l'architecture. Je t'ai parlé de cette chambre-là. Mais je t'ai pas encore parlé du bain. Parce que le bain, elle en a parlé. Elle en a parlé, Valdez, dans son document, que le corps de la femme qui était dans ce couvent-là, étant donné qu'on voulait pas qu'elle ait de plaisir, c'est pour ça qu'on a créé cet espace-là. Cet espace-là de bain avec un trou dans le ciment, avec de l'eau froide, avec à peine de lumière, c'était un lieu de pénitence, de purification, de discipline. C'était pas utilisé du tout de la même façon qu'on l'utilise aujourd'hui. Et des fois, on n'ose pas toujours prendre notre bain, c'est pas pour rien. C'est que des fois, c'est comme si peut-être qu'on porte une mémoire, c'est qu'on se permet pas de s'accorder à ce temps-là pour nous parce que justement, dans notre mémoire, ben, prendre un bain, c'est de pas avoir du plaisir, faire ça rapidement. Et c'est exactement cette énergie-là qu'on a installée. L'eau, à ce moment-là, c'était plus un instrument que quelque chose qui était plus un rituel de jouissance. D'ailleurs, ce que Mel doit parler dans son podcast, je ne l'ai même pas écouté, mais c'est sûr qu'elle doit parler à quel point aujourd'hui, prendre un bain, c'est un rituel pour revenir à soi, revenir dans son corps. C'est ça son sujet, c'est ça son entreprise. Mais l'eau, c'est un instrument pour se laver, se purifier et surtout se contenir. Puis il y avait un trou en haut, tu sais, une petite lumière qui rentrait. Quand je te dis que c'était sombre, c'était sombre. Donc, elle décrit pas toute la pièce dans son document, mais elle parle beaucoup de la symbolique architecturale. Elle dit que le corps est ce qu'on gère pour que l'âme monte. Et il y a le trou en haut, l'espèce de lumière qui entre, un petit trou de lumière, là, juste pour contrôler encore, contrôler l'aspect de lumière. Valdez n'en parle pas vraiment en détail du bain, mais elle parle beaucoup de l'architecture, l'espace qui est conçu de façon austère, fonctionnelle. C'est pas confortable parce que le confort, c'est débordement possible. Fait que si t'es confortable, tu peux te laisser aller, hein? Et c'est ça dans la vie. Quand t'es confortable, tu peux te laisser aller. Quand tu te sens en sécurité, tu peux chanter. Quand tu te sens en sécurité, tu peux jouir. Quand tu te sens en sécurité, tu peux danser. Quand tu te sens en sécurité, tu réalises tes rêves. Et quand tu te sens en sécurité, c'est là que tu deviens une femme libre, puissante. Mais on veut pas ça. On veut pas ça. On va te mettre dans une situation où tu vas être tellement pas confortable qu'on va venir contrôler ton expansion, qu'on va venir contrôler ta libération, qu'on va venir contrôler ton plaisir. Fait que, évidemment, quand je me replonge dans ce lieu, je comprends pourquoi je suis en colère. Je comprends pourquoi je suis en crise. Je comprends pourquoi est-ce que, des fois, il y a des journées où est-ce que je me réveille puis je sais pas pourquoi je suis fâchée, mais je suis fâchée parce que ce système-là qu'on a construit, dans ce que Valdez décrit, elle n'a pas écrit dans son document qu'il y avait eu des violences physiques concrètes ou des viols, même si dans l'énergie, ça me dit que oui. Il n'y a pas de confirmation de l'histoire. Fait que là, après, on en fait ce qu'on en veut. Mais moi, je sens que juste ça, là, c'est suffisant parce que elle parle de punition quand même symbolique, l'humiliation, le silence, de punition de la parole. Pas le droit de se parler entre femmes, pas le droit de développer une sororité, pas le droit de chanter. Une punition architecturale, la surveillance, la façon que tout a été construit et la punition intériorisée, l'autocensure. Donc, la punition, c'est pas juste physique, c'est aussi un climat qu'on installe et ça a été un climat austère. Et imagine, ça c'est un lieu. Imagine combien de lieux existent dans ce monde qu'on nous a cachés. Et c'est un peu ce qu'on a parlé avec Ève-Marie. Si tu n'as pas écouté l'épisode de podcast avec Ève-Marie Roy, je vais mettre le lien de l'épisode ici parce que elle aussi, ça fait partie d'une de ses missions d'aller découvrir les lieux occultés des femmes. Elle le fait beaucoup en Europe. Puis c'est une femme extraordinaire. Elle organise des voyages autour de ça. Et justement, on a besoin
de savoir cette histoire-là. Puis moi, ça fait partie de ma mission de plus en plus, même si des fois, il y en a qui me disent « T'es donc bien rendu intense. » Ben oui. Et I'm fucking proud of it. Parce que je trouve que c'est important de faire ressortir l'histoire. Puis, on pense que c'est des fois spirituel et énergétique, mais c'est beaucoup plus que ça. Oui, on ressent des choses dans l'énergie, mais il y a vraiment des trucs concrets dans l'histoire qu'on nous a cachés. Et moi, c'est ça que je veux faire ressortir aussi, parce que quand on comprend avec notre tête, moi, je suis une femme très rationnelle, très logique, j'aime lire, j'aime comprendre, ben là, ça nous permet de faire plus confiance en nos ressentis, en notre intuition, puis de faire, OK, ce que j'ai ressenti, là, il y avait une raison pourquoi je me sentais comme ça. Il y avait une raison pourquoi je me sentais comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai le goût de te dire, si tu te sens en colère puis tu sais pas pourquoi, respire là-dedans. Tu as le droit. Et il y a une raison pourquoi tu l'es. Et il y a une raison pourquoi c'est important que tu le sois aussi. Donc, merci d'avoir été là pour cet épisode de podcast. Je sais que c'était un gros épisode quand même, très chargé. Fait que moi, j'ai dû, en sortant de ce lieu-là, moi et Mel, on s'est fait un rituel le soir de cacao. On a chanté. J'ai même, le lendemain, j'avais un coaching avec mes clientes, un coaching vision. On a fait un chant collectif, puis un rituel pour ces femmes-là, puis pour nous aussi, pour le futur des femmes, le futur de nous, le futur de nos enfants. Et si, justement, cet épisode-là te brasse, te choque, peu importe ce que ça vient activer en toi, ça se peut que ce soit positif, ça se peut que tu te dises « c'est donc bien intense » puis que ça devienne te challenger. Respire là-dedans et sois douce avec toi-même aujourd'hui. Justement, chante, danse, va écrire, j'allais dire va à la plage parce que moi j'ai accès à la plage, mais si tu peux pas avoir accès à la plage, va connecter avec les arbres, va connecter avec la nature, va marcher, prends du temps pour respirer aujourd'hui, puis that's okay, on est en sécurité. Merci d'avoir été là, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcast et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.